Élu dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Rémy Trudel devient député du Parti québécois en 89. Ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry, il a piloté des dossiers complexes, notamment les fusions municipales. Son plus grand coup en tant que ministre de l'Agriculture a été la création de la financière agricole. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Trudel. Bonne journée. À l'agriculture, pêcherie, alimentation, vous avez lancé un programme, une nouvelle politique sur l'aquaculture et les pêcheries. Qu'est-ce que vous vouliez améliorer? Bien là, il n'y a plus de morue depuis 1992. Les stocks de poissons de fond vont vers l'épuisement en Gaspésie, en particulier dans la grande région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Le homard va très bien, le crabe va très bien, mais il nous faut développer de nouvelles méthodes de développement des produits. L'aquaculture et la mariculture, ça se pratique déjà avec des difficultés environnementales. C'est quoi la différence entre les deux, là? Dans la mer ou dans les eaux douces. L'aquaculture en eau douce, la mariculture dans la mer. Le Chili fait beaucoup en termes de mariculture, avec une difficulté au niveau environnemental qui est assez magistrale parce que, bon, sans aller dans le détail, là, dans la mariculture, pour un certain nombre d'espèces de poissons, ça produit du phosphore, alors qui s'en va dans l'eau. Mais il y a aussi l'aquaculture et la mariculture, le développement des crustacés, des huîtres, des moules. Alors, ça, on est capable, et des pétoncles, on est capable de faire beaucoup de production, mais il faut s'y intéresser, il faut soutenir le développement. Bon, si bien que cette politique-là la première politique en la matière au Québec va donner naissance à des entreprises dans la baie de Gaspé, par exemple, aux îles de la Madeleine, sur la Côte-Nord. Et ça a été suffisant pour relancer? Ça a donné un élan. Ça a donné de l'espoir, parce que c'est long aussi, ça, de développer cela. L'aquaculture sur la Côte-Nord, là, c'est comme tout un programme, ça, là, parce que les eaux sont froides. Il faut les pomper, il faut faire la culture des alevins, etc. Le principal résultat, là, c'est l'espoir que même si la morue avait disparu, qu'il y avait moins de poissons de fond, qu'il fallait aller de plus en plus loin, eh bien, il y avait possibilité d'avoir des alternatives, tout en mettant sur pied un programme aussi de rénovation des bateaux semi-hauturiers. Parce que les pêcheurs devaient s'éloigner de plus en plus du rivage, mais avec beaucoup plus de risques. Il y a en 2000 une interdiction de circuler les motoneiges sur les fermes et vous avez été... En tout cas, cette interdiction-là a été levée. Il y a eu une entente avec l'UPA. Comment ça fonctionne? Bien, l'UPA faisait pression sur le gouvernement. En bloquant les sentiers de motoneige qui passent sur les terres agricoles. Bon, c'est des propriétés privées, ils ont le droit, et ils sont mis à interdire la circulation des motoneiges. Et c'était à l'époque, justement, de la crise sur le lait à la transformation, pour l'exportation. Et il y avait aussi d'autres questions financières qui étaient la crise dans le port, qui suivaient assez d'acuité. Alors, comme dans tous ces cas-là, il a fallu s'asseoir avec l'UPA et non pas tordre les bras, mais négocier. Certains n'aiment pas cette façon de fonctionner parce qu'on dit, au bout de la ligne, c'est toujours l'UPA qui gagne. Mais au bout de la ligne, les conflits doivent être réglés. Ils ne peuvent pas se régler toujours, quelquefois, mais toujours par la force de la législation ou par du tordage de bras. Ça se règle par consensus, ça se règle par le dialogue. Et ça finit par se régler. C'est comme ça qu'on a réglé la crise de la motoneige.
Le conflit entre producteurs transformateurs de lait, bon, vous l'avez réglé, l'exportation allait bien. Pourtant, vous êtes opposé carrément à la transformation du lait cru. Oui. On s'est opposé à la transformation du lait cru, du fromage au lait cru, parce que j'avais des avis des médecins de santé publique du ministère de la Santé qui énonçaient qu'au plan médical, au plan de la santé, il y avait des risques si des fromages produits au lait cru et qui n'étaient pas mûris, mais qui n'avaient pas de maturation d'une période de 30 jours, c'était dangereux pour la santé. Mais la démonstration était médicale, elle était au plan de la santé publique, et le ministre de l'Agriculture n'avait pas la capacité d'aller au-delà de cette recommandation, parce que dès lors où on serait passé au-delà de cette recommandation-là et qu'il serait présenté un seul cas de quelconque maladie reliée à la consommation du fromage au lait cru, vous imaginez bien le résultat. La financière agricole, c'est sous votre règne que ça a été créé. Ça répondait à quel besoin? Bon, alors, ça, d'abord, je dois dire, c'est l'élément dont je suis le plus fier de tout l'ensemble de mon mandat comme ministre de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation. Les producteurs agricoles ont besoin, en gros, là, de deux éléments pour assurer la pérennité de leur entreprise. Du financement, parce que c'est très dispendieux, et deuxièmement, des assurances contre la température, les risques sanitaires, les risques d'infestations, etc., de maladies, etc. Ils ont besoin de protection parce que si une année, vous avez un risque biologique qui se présente et que votre récolte est ruinée, c'est pas vrai que vous recommencez l'année suivante, là. Si vous n'avez pas eu de revenus du tout cette année-là, bien, c'est votre entreprise et c'est terminé, hein? Alors, j'ai regroupé tous les instruments de financement des producteurs agricoles avec une proposition un peu audacieuse. C'est-à-dire, bien, certaines années, la température est belle, puis comme on dit, il n'y a pas de bébite, puis il n'y a pas de maladie. Alors, les assurances agricoles vont dédommager les producteurs pour 200, 300 millions, 150 millions. Une année suivante, vous avez du gel, vous avez de la grêle, vous avez des mauvaises températures, des écarts, vous avez des maladies, etc. Et là, ça vous coûte 1,5 milliard. 1,5 milliard. Comment voulez-vous administrer ça dans un gouvernement? Lorsque vous arrivez au crédit pour prévoir ça au mois d'octobre, au mois d'avril, en disant « Cette année, je prévois qu'il va y avoir de la maladie. » On ne peut pas dire ça. Ce qui fait que vous arrivez à la fin de l'année et vous manquez d'argent, parce que là, il y a des maladies puis les entreprises doivent continuer. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous les produits et on a fait une entente dans un projet de loi. Ce projet de loi confère à la société le pouvoir d'établir des programmes en matière de protection du revenu, d'assurance et de financement agricole au Québec. La société mettra à la disposition des entreprises des produits et des services liés à sa mission. La Financière agricole du Québec est substituée à la Régie des assurances agricoles du Québec et la Société de financement agricole, et en cette qualité, elle en acquiert les droits et pouvoirs et en assume les obligations. Une entente où nous allions garantir 450 millions par année aux producteurs agricoles pour soutenir les régimes d'assurance, pour soutenir le financement des entreprises et pour financer la transformation. Et que les années où ça irait très bien, ils garderaient le surplus. En prévision des années où ça allait mal. Le gouvernement allait jusqu'à confier la gestion aux producteurs agricoles. Hein? Pour d'aucuns, c'était de faire entrer le loup dans la bergerie. Hein? Bon. Mais là, l'autre version, c'était les producteurs agricoles, c'est leur argent à eux maintenant. S'ils le gaspillent, bien, ils seront privés de leur couverture, ils vont s'assurer. Et ils l'ont géré au fil des années, là, avec une sagesse. La financière agricole, là, toute proportion gardée, c'était la Caisse de dépôt et de placement des producteurs agricoles. Parce que, aussi, le gouvernement fédéral qui donne de l'aide pour la protection des risques, cet argent-là ne vient pas au gouvernement. Elle s'en va dans cet organisme-là. Tout argent extérieur, y compris la contribution des producteurs, parce que les producteurs, ils payent. Là. La partie des producteurs qui payent, la partie du gouvernement fédéral qui paye, ou toute autre source, ça s'en va tout dans le même canal. Et ils ont tout avantage à bien le gérer. La Financière agricole du Québec, c'est devenu une grande entreprise, y compris une filière qu'ils ont développée au cours des années pour la transformation.
Ils aident les petits entrepreneurs à faire de la transformation de produits. Les résultats sont assez spectaculaires. Vous avez été ministre des Affaires municipales, vous avez été ministre de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation. Beaucoup de dossiers chauds à régler, beaucoup de confrontations aussi avec votre clientèle. Est-ce que vous aimiez ça, de la confrontation? Oui, c'est pas ça. Ça paraissait. C'est pas ça. Non, honnêtement, c'est parce que je pense que c'est mon premier ministre, M. Lucien Bouchard, qui disait c'est pas parce que les situations sont difficiles qu'il ne faut pas s'y attaquer. Moi, en toute humilité, là, avec les équipes que j'avais autour de moi, il y avait des situations qu'il fallait affronter. Bon, il fallait le faire. Alors, moi, je n'ai jamais refusé de les affronter, ces situations-là. Puis, quand on est dans le bain, là, bien, il faut faire en sorte qu'on gagne. Hein? Et puis, pour gagner, il ne faut pas être mollasson. Il faut tenir des positions, mais il faut écouter également. Puis, il faut parler, il faut dialoguer. Sur le plan politique, je reviens là du côté du gouvernement du Parti québécois au tournant des années 2000. M. Bouchard démissionne à la surprise générale en janvier 2001. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ah bien là, ça a fait ça m'a beaucoup affecté, comme beaucoup d'autres membres du cabinet. Surtout que, on se souviendra donc que c'est M. Bouchard qui m'a fait entrer au cabinet. Alors, c'est comme mon père politique au plan de la gestion gouvernementale. Et c'était aussi, il faut le dire, là, au plan des relations humaines, c'était un homme exceptionnel, exceptionnel, d'une culture exceptionnelle. Comme on disait souvent de lui, il n'y avait pas seulement la Pléiade dans son bureau, il l'avait lu. C'était une grande différence. Alors, c'était un homme de culture, des idées bien arrêtées, de capacité de travail absolument phénoménale. Alors, ça m'a affecté beaucoup, mais tout de suite, donc, il a fallu passer à la relève, hein, parce que c'est la vie. Alors là... vous avez appuyé M. Landry assez rapidement. Oui, assez rapidement, parce qu'il y avait des liens d'amitié avec Bernard Landry. Lorsqu'on a fait un passage un peu avide au Parti québécois, là, des années 86 à 88, là, j'ai particulièrement travaillé avec Bernard Landry. Nous avions partagé ou mis sur pied un groupe qui s'appelait Souveraineté et Progrès, là, dans la région de Montréal, qui voulait entretenir la flamme souverainiste là, dans ces temps un peu plus sombres. Et il y a toujours eu des atomes crochus entre l'Abitibi-Témiscamingue, des partisans là-bas, et également, lorsqu'on a fondé l'Université du Québec, j'avais pu compter sur l'appui de Bernard Landry. Alors moi, je n'ai pas hésité, parce que j'avais des atomes crochus, à appuyer Bernard Landry, qui deviendra premier ministre. Il forme son conseil des ministres et vous change de ministère. Il vous envoie Santé et services sociaux. Vous attendiez-vous à ça? La dernière chose auquel je m'attendais. Alors, je lui ai dit, lorsqu'il m'a demandé de prendre Santé et services sociaux, je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, tout le monde vous demande des choses. Tout le monde vous demande des ministères. Moi, je ne vous demande rien. Je vous demande de rester à l'agriculture, au pêcherie, à l'alimentation, parce que j'aime ça, ça a l'air à bien marcher. Ça a l'air à bien marcher. Alors, je ne veux pas changer de ministère. Mais quand le premier ministre dit qu'il a décidé, il a décidé. Hein? Alors, là, il a répété une autre phrase que j'avais entendue dans un autre contexte. Il m'a dit, faites avec les docteurs ce que vous avez fait avec les cultivateurs. Faites-vous aimer. Parce que au ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est les docteurs, hein? C'est les médecins qui occupent une grande partie du territoire. Mais c'est le plus gros budget aussi d'un ministère. 24 milliards au moment où j'y étais, le plus gros budget, des problèmes, là, mais des problèmes immenses, hein, avec des pointes, là, qui s'appellent l'attente dans les urgences. Ça, c'est toujours le thermomètre là, qui vous indique, pour la population, là, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. En fait, il y a deux grandes questions qui marquent la population, là, à part tous les développements et les services formidables rendus à travers tout le Québec. C'est les temps d'attente dans les salles d'urgence et l'accès aux médecins de famille. S'il y a tant de monde dans les urgences, c'est parce qu'on fait mal notre travail en première ligne. Les gens qui ont des problèmes de santé qui ne nécessitent pas l'hospitalisation ou la présentation à l'hôpital, il faut quand même qu'ils aient des soins, des services. Si les médecins de famille, si les médecins ne sont pas accessibles, bien là, c'est l'inverse. Hein? Vous allez engorger votre salle d'urgence.
Et la solution, elle était sur la table, les groupes de médecine de famille. C'est-à-dire un groupe de médecins qui, regroupés, allait avoir une clientèle inscrite. Par exemple, 1500 personnes. 1500 personnes allaient être inscrites dans ce cabinet et ce groupe de médecine de famille allait assurer à cette personne qu'elle va avoir une continuité de service. Pour avoir accès à un médecin, pas nécessairement le même médecin, mais un médecin du groupe de médecine familiale. Pendant les soirées et les nuits, etc., des ententes avec d'autres GMF s'ils étaient ouverts à ces heures-là, des ententes avec les centres les hôpitaux, des ententes avec les CLSC pour faire en sorte qu'il y ait une continuité de service. Pourtant, les gens se plaignent toujours qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Et tout à fait, tout à fait. Les gens se plaignent toujours qu'ils n'ont pas de médecin de famille parce qu'on a comme... j'ai lancé les 10 premiers groupes de médecine de famille en 2001 avec l'objectif d'en avoir 100 de ces groupes-là 2 ans plus tard. On allait aussi, donc, faire en sorte qu'il y ait des infirmières, qu'il y ait des physiothérapeutes, qu'il y ait des nutritionnistes, des équipes pour prendre soin de la population. Ça n'a pas marché parce que les GMF ont été déviés dans leur formule au niveau des obligations. On n'a pas procédé systématiquement à l'inscription. On a dévié également de la formule originale, en faisant pas en sorte de faire la liaison avec les autres institutions, les CLSC, les hôpitaux. Il n'y a pas de lien systématique qui se sont développés. Ils fonctionnent en silo. Et puis, il y a toujours un immense problème. La moitié de la population est dans la région de Montréal. La ville de Montréal, c'est 2,8 millions de population. Et pourtant, il y a à peu près qu'une trentaine de GMF sur toute l'île de Montréal, en comparaison d'au-delà de 350 pour le restant du Québec. Et la raison est simple. J'ai été pris avec cette confrontation qui m'aura coûté la vie. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a dit qu'il n'y aura pas de GMF à Montréal parce que nous, on a des cliniques sans rendez-vous qui ne nous demandent pas de suivi. Alors, dans ce contexte-là, les GMF ont changé leur vocation, puis à Montréal, il n'y en a pas parce qu'on ne veut pas pratiquer cette médecine de famille-là. Voilà. Vous parlez des problèmes de Montréal, mais il y avait des problèmes en région aussi d'attirer des médecins. Est-ce que vous avez réussi? Bien, on a réussi dans une certaine proportion. On a instauré dans la loi les plans d'effectifs médicaux pour la médecine générale et les plans d'effectifs médicaux pour les médecins spécialistes. On a convenu de dresser des plans d'effectifs médicaux pour toutes les régions du Québec avec les fédérations médicales. Il manquait 2 mots dans la loi. L'article de la loi qu'on a voté à l'Assemblée nationale, c'est que ces plans soient de rigueur. C'est-à-dire que si quelqu'un veut aller pratiquer à Montréal puis plus de place, bien, il ira pratiquer en Gaspésie. Alors que ce soit de rigueur, on ne pourra pas passer à côté. Sur votre règne, vous avez voulu aussi donner plus de pouvoir de pratique aux infirmières. Mais là, il y avait une résistance assez marquée des médecins. Aux médecins. Une résistance assez marquée, là, parce qu'on prend des actes qui sont réservés aux médecins et puis on allait les transférer du côté des infirmières. Et là, c'est une perte de pouvoir, une perte de lieu de pratique aussi. On a transféré un assez grand nombre d'activités chez les médecins qui pouvaient être pratiquées par les infirmières. Les infirmières en voulaient davantage, mais c'était un premier pas assez grand qui allait être franchi là, par les médecins qui, de toute façon, avec l'apparition des nouveaux gestes, des nouvelles responsabilités, en avaient comme tant et plus dans leur jardin pour leur pratique médicale. Et ça a donné naissance à ce qu'ils sont devenus les super infirmières qui sont à se développer au Québec, qui sont davantage développées dans les autres provinces canadiennes. Vous avez aussi, je crois que c'est sous votre règne, demandé aux universités qui ouvrent les portes plus grandes, les facultés de médecine, en fait, oui. Pour les candidats, mais en particulier les candidats et candidates des régions pour pouvoir, évidemment, alimenter les régions.
On s'est aperçu au fil des ans que la restriction du nombre de places en faculté de médecine allait nous amener des problèmes et qu'il fallait commencer à rectifier ça tout de suite, là, au tournant des années 2000. Mais tant qu'à faire, j'ai négocié des critères avec les universités, les facultés de médecine, c'est-à-dire réserver des places pour des candidats en provenance des régions. Un certain nombre de places, avec des engagements de retourner en région. C'est pas très difficile pour un fils ou une fille de Saguenay-Lac-Saint-Jean de dire « Oui, j'ai ma place en faculté, et puis je m'engage à retravailler un certain nombre d'années dans ma région. » Ça a été relativement bien accepté. Pour les facultés de médecine, il y a eu pas mal plus de résistance, parce que les facultés de médecine, évidemment, veulent avoir que les plus brillants, ça dépend comment on le définit brillant, là, que les plus brillants, que les meilleurs candidats, peu importe d'où ils viennent, et puis que ce soit les autres politiques qui s'intéressent à la répartition de la main-d'œuvre médicale. Mais c'est accepté, on a élevé le nombre de postes en médecine et aussi les postes d'internat, les postes pour les stages, pour l'internat. Ça, c'est très important. Des postes aussi réservés aux régions. Aller faire l'internat, la résidence en région. Quand on va faire sa résidence en région, bien, un très grand nombre d'occasions, on va prendre goût à la région, on va prendre goût aux équipes médicales, goût aux équipes qui travaillent dans le domaine sanitaire, et puis on va choisir de pratiquer là librement. Ça augmente le taux de rétention également. Un des volets dans le régime de santé, ce sont les médicaments. Une grosse crise de coûts en 2001. Qu'est-ce que vous avez fait pour corriger la situation? Grosse crise de coûts parce que il y a une progression là, des coûts des médicaments et du nombre de médicaments d'à peu près 10 à 12 par année quand le produit intérieur brut augmente de 2,5 et que les budgets augmentent, dans le cas de la santé, au meilleur des années, à 5 Peut-on augmenter les primes? Parce que c'est une compagnie d'assurance. De façon très brève, la réponse était non. On ne peut pas augmenter les primes du côté des patients, du côté des usagers. Ce qu'on peut faire, c'est que l'État dise officiellement qu'elle va prendre à sa charge les personnes âgées et les personnes qui sont aux prises avec des handicaps ou des limitations fonctionnelles. Là, on va les prendre complètement à notre charge. Ça va être l'assurance maladie, l'assurance médicaments qui va les payer, mais les primes vont être payées par l'État. Et puis, du côté des usagers qui ne sont pas dans ces catégories-là, là, on pourra augmenter les franchises et la coassurance. Alors, on a fait un mix. On a augmenté la coassurance, on a augmenté les franchises, on a assuré les personnes moins munies que leur part allait être protégée. Et puis, ça a donné une réduction des coûts et aussi des directives au Conseil des médicaments pour avoir des examens beaucoup plus sévères quant aux médicaments reconnus, approuvés par la liste des médicaments assurés par l'État. Et quand on parle de coûts dans le système de santé, est-ce que le principal problème, ce sont les médicaments ou les soins ou d'autres choses? Bien, ce n'est ni les médicaments, parce que souvent, les médicaments, là, c'est une solution. C'est une solution. Les soins, oui, mais la cause, c'est le résultat du système et de l'environnement. Les gens ont une espérance de vie de 83,7 années pour les femmes, 79,9 années d'espérance de vie pour les hommes. On dit à la blague, les femmes vont vivre 2 ou 3 ans tout seules, mais ça peut s'organiser. Alors, la population vieillit et elle continue de vivre en santé. Mais quand elle continue de vivre en santé, elle a besoin de services. Alors, elle continue à avoir... C'est une bonne nouvelle, ça, de vivre plus longtemps. C'est une bonne nouvelle de vivre plus en santé, mais ça coûte plus cher. Il ne faut pas se scandaliser, quant à moi, ce que ça coûte 43 %, mais ça implique aussi qu'au niveau des soins, il faut organiser ça autrement parce que ces gens-là sont là. Et puis, il y en a d'autres en arrière aussi, ou avant, qui ont besoin de ces services-là. Il faut réorganiser les pratiques. C'est ce que vous voulez faire. Ils continuent d'essayer de faire le groupe de médecine de famille, mais il y a des pratiques qui doivent être changées. On pourrait dire d'une façon un peu ironique, le seul problème de la santé, là, c'est son succès. Parce que les gens vivent plus vieux, c'est une bonne nouvelle, ils vivent plus longtemps en bonne santé, mais lorsqu'ils arrivent en fin de vie, ils demandent
tout au long de leur vie et à la fin de la vie des soins prolongés, j'ai comme dit. Une des solutions que vous mettiez de l'avant, c'est des groupes de médecine familiale. Ça n'a pas donné les résultats que vous attendiez. On reste toujours avec un problème de, je sais pas, de lutte de pouvoir à l'intérieur du régime. Oui, il y a une très grosse lutte de pouvoir et plusieurs ministres, plusieurs professionnels ont identifié la source, de cette situation-là, c'est la rémunération des médecins. Tant qu'on sera dans un programme de rémunération à l'acte, on va avoir de la difficulté à sortir de cette situation-là. Moi, je travaille beaucoup avec le Brésil, un pays de 200 millions d'habitants qui, de façon incroyable, a mis sur pied son système de santé et de services sociaux universel sur la base du système québécois et qui, au plan de la main-d'œuvre médicale, fonctionne, mais d'une façon étonnante. Cependant, les régimes de rémunération des médecins n'est pas du tout comme ici. Les médecins doivent tous pratiquer, peu importe où ils sont, 40 heures par semaine dans le système public. Après cela, ils peuvent pratiquer au privé s'ils le désirent. Mais tout le monde doit faire sa part. Et les médecins en CLSC, les UPA là-bas, sont payés à des salaires compétitifs. Si bien qu'ils ont tellement de monde, il faut qu'ils fassent des concours. Il faut qu'ils fassent des concours pour des postes de médecins en UPA, puis c'est pas l'Union des producteurs agricoles, là, c'est les CLSC. C'est possible, mais tout cela, il y a beaucoup de ces problèmes qui originent dans le mode de rémunération des médecins. Et s'attaquer ou s'attacher à cela, là, c'est tout un contrat. C'est de revoir le régime de rémunération. De rémunération. Au tournant des années 2000, on a vu ça dans l'actualité, beaucoup de cancéreux allaient se faire soigner dans les hôpitaux du Vermont ou en Nouvelle-Angleterre. C'était anormal. Comment ça a pu être réglé, ça? Ça, c'était traumatisant. La situation caractéristique, lorsqu'on dit à une femme, on vous a identifié une tumeur cancéreuse au sein, là, inquiétez-vous pas, vous allez être traité en dedans de 4 mois. Ça ne peut pas marcher, ça. Il faut qu'il y ait un traitement rapide. Les équipements et la main-d'œuvre au Québec étaient inadéquatement, n'étaient pas suffisamment bien préparés pour faire face à ça. Et les équipements, et les opérateurs, les équipements, les techniciens. Alors, on pouvait bien dire à ces personnes-là, prenez ça en patience, là. Prenez votre mal en patience, là. Les équipements s'en viennent à Rimouski, puis on va former les techniciens. Ça ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, c'est irresponsable. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied d'abord un programme d'accélération d'achat des équipements à l'Hôtel-Dieu à Québec, à Rimouski en particulier, et la formation des techniciens, et un programme pour aller se faire traiter dans les hôpitaux américains. Burlington, pas loin de en particulier l'hôpital à Burlington, pour les situations, non pas les situations urgentes, mais les situations que nous avions, si bien qu'en 1 année et demie à peu près, on a pu cesser ce programme avec les États-Unis et commencer à faire en sorte qu'on traite des patients et des patientes, entre autres au centre de Rimouski et ici à l'Hôtel-Dieu et d'autres ailleurs, on avait ajouté des équipements. Mais il y avait eu comme une mauvaise prévision du taux de prévalence de ces maladies-là. Et peu importe là, les causes de qui était responsable, il y avait là une situation inacceptable et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir du traitement. Bien sûr, évidemment, ça porte flanc à la critique d'envoyer des Québécois et de payer leur traitement aux États-Unis en disant « Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ça, nous autres? » On n'était pas capable parce que les équipements n'étaient pas là et les techniciens et les spécialistes, les professionnels n'étaient pas adéquatement préparés. Merci, M. Trudel. On se revoit la semaine prochaine. C'est un plaisir.